Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la 73e Assemblée générale des Nations Unies, mais surtout à la volonté de l'Afrique de se faire respecter, de se faire écouter. Mais de quels moyens dispose-t-elle véritablement pour se faire davantage respecter sur la scène internationale? De quel levier dispose-t-elle pour obtenir la réforme des Nations Unies telle que souhaitée depuis des années? Avant d'en parler, je vous propose d'écouter un extrait du discours du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. C'est lui qui représentait son pays, la Côte d'Ivoire, à la 73e Assemblée générale des Nations Unies. Les Nations Unies sont à la croisée des chemins. Elles doivent satisfaire différentes attentes qui conditionnent son avenir et son efficacité. Dans cette perspective, la Côte d'Ivoire, comme l'a maintes fois exprimé le président Alassane Ouattara, estime qu'il est désormais temps de reformer le Conseil de sécurité afin qu'il soit plus représentatif du monde actuel et qu'il soit plus efficace. Seul un Conseil réellement uni peut permettre à notre organisation de régler efficacement les grandes questions sécuritaires telles que la lutte contre la prolifération nucléaire, le terrorisme, les crimes de masse et les crimes contre l'humanité. Le monde a changé, il est désormais temps de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU, dit Daniel Kablan-Duncan, le vice-président de la Côte d'Ivoire. La question c'est, Policé, de quel levier dispose le continent africain aujourd'hui pour obtenir cette réforme du Conseil de sécurité, notamment un ou deux siège au Conseil de sécurité de l'ONU? Mais il y a plusieurs leviers. D'abord, il faut que il faut qu'il y ait d'abord l'intégration africaine. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est important. On a vu la fragilité des États africains. Il y a des conflits un peu partout. Je pense que seul il ne serait pas possible de changer le cours des choses. Mais si on avait une Union africaine forte, si les chefs d'État s'étaient mis d'accord sur des actions à mener de façon concertée pour peser dans ces institutions-là, je pense qu'ils pourraient le faire. Et donc, s'il y a un message à lancer, c'est vraiment de mobiliser les chefs d'État africains de façon à s'unir. Il y a des convergences au niveau des besoins, par exemple. Vous parlez comme un politicien, vous êtes dans des généralités. Non, la réalité... Dites-nous concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? La réalité est là. En tout cas, il y a des convergences au niveau des besoins. Oui. Les besoins, pour l'instant en Afrique, c'est des besoins sécuritaires, c'est des besoins de développement, c'est des besoins d'infrastructures, c'est des besoins de réforme de structures. Et donc, ces besoins-là se posent dans plusieurs pays. Et pour peu que ces chefs d'État pourraient se réunir pour converger leur point de vue et s'accorder sur un mode d'action, je pense qu'ils pourraient changer le cours des choses. Et tout à l'heure, mon voisin a soulevé un problème important, c'est celui des matières premières. Je pense qu'on peut aussi utiliser nos matières premières pour faire pression. Encore une fois, je dois vous rappeler, M. Policé Bébé, qu'il y a déjà des contrats de vente et d'achat de matières premières qui s'étalent sur des décennies, sur 50 ans. Certaines matières premières sont déjà vendues sur 60 ans. Donc, c'est compliqué d'utiliser ce qui est déjà vendu pour faire pression, mais peu importe. On reviendra sur les matières premières, il y en a beaucoup. Hein. On n'a pas de contrat sur toutes les matières premières. C'est vrai, on est d'accord. Kevin Maïso, tranchons la question. Doit-on cesser de rêver? Aujourd'hui, il y a 5 puissances qui ont le droit de veto, qui ont de siège permanent au Conseil de sécurité. Des 5 puissances qui ont aujourd'hui le seul droit de veto, laquelle a intérêt à ce que l'Afrique ait aussi un droit de veto? Qui pourrait aider? L'Afrique peut compter sur laquelle de ces 5 puissances aujourd'hui pour avoir de représentativité au Conseil de sécurité? L'Afrique peut compter sur la Chine et la Russie pour s'inviter à la table et déséquilibrer les jeux de puissance qui existent au niveau du Conseil de sécurité. Et pourquoi jusque-là, ce n'est pas fait? Il y a un processus de réforme qui a commencé, sauf que dans un premier temps...
Il y avait un conflit en Afrique, on se disait pas l'Égypte, ça va représenter, c'est le monde arabe. Tantôt, c'est pas l'Afrique du Sud, c'est un État occidental en Afrique. Et les Nigériens avaient beaucoup plus de chances. Donc, on s'est paralysé déjà au niveau de l'Afrique. Donc, il faut trouver une solution globale, pas seulement en Afrique, mais en Occident. Dire, par exemple, au lieu d'avoir un siège pour la France et la Grande-Bretagne, on aurait un siège pour l'Union européenne, par exemple. Un siège pour l'Union européenne. Il faut remettre en cause leurs acquis. Oui. Et vous pensez qu'ils vont voter ça? Là, vous êtes dans les il faut passer maintenant au niveau de l'Assemblée générale. Il faut bien lire la charte. Il faut négocier tout ça au niveau de l'Assemblée générale. Ça ne va pas être facile, mais c'est faisable. Parce que la chance qu'on a au niveau des Nations Unies, c'est un État une fois. Quel que soit ce que vous cotisez, c'est un État une voix. Si ça ne fonctionne pas au niveau du Conseil de sécurité, ramenons tout au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a beaucoup de choses à... En tout cas, le système de 1945 est obsolète. Est-ce qu'on a vraiment besoin de remettre en cause les acquis? Admettons que les 5 puissances qui ont aujourd'hui les 5 droits de veto soient maintenus et que l'Afrique demande 1 ou 2 voix de plus. Pourquoi ça gênerait d'avoir 5 sièges permanents aujourd'hui avec 7? Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient des responsabilités particulière par rapport à la sécurité du monde. Maintenant, le monde a changé. Le monde a changé, dites. Donc, on n'a plus besoin de ce rôle particulier, d'autant plus que certains de ces États ont une périclosité, c'est-à-dire des États criminogènes, qui créent des problèmes à gauche et à droite que, bon voilà, vous voyez par exemple les cas de la Libye. Vous prenez une résolution des Nations Unies, vous la détournez et vous détruisez un État prospère, vous en faites un État failli. Donc, quelque part, c'est déjà un élément. S'il y avait un État africain au Conseil de sécurité, vous pensez qu'il aurait mis son droit de veto et on l'aurait écouté? Oui, il l'aurait mis. Parce que pour attaquer la Libye, il y a 3 États africains qui ont voté. C'est le Nigeria, le Gabon et l'Afrique du Sud. Ils n'avaient pas le droit de veto. Mais s'ils n'avaient pas voté, on ne se serait pas servi de cette résolution pour attaquer la Libye. En Irak, pendant qu'ils étaient en train là, au moins, les droits internationaux allaient agir autrement. Madame Montet, encore une fois, vous avez dit quelque chose de très important et de très intéressant dans la deuxième partie de notre émission. C'est la question de la vision que nous devons avoir, notamment nos responsables, ceux qui sont à la tête de nos États, la question de la compétence, du savoir technique en l'occurrence, pour adapter effectivement cette réalité à la demande des Africains aujourd'hui d'avoir un droit de veto au Conseil de sécurité. Peut-on, quand on dépend de l'aide au développement, quand on a des dettes, quand on demande même la réduction des dettes vis-à-vis des puissances, peut-on jouir d'un droit de veto au Conseil de sécurité quand on est dans la dépendance? Mais la dépendance n'explique pas tout. Il y a des éléments de pression qui existent aujourd'hui en Afrique. Et je pense que je rajouterai aux trois membres permanents du Conseil de sécurité qui pourraient avoir intérêt à ce que l'Afrique soit représentée. J'ajouterai l'Europe. Pourquoi l'Europe? Vous savez, l'Europe, c'est un continent, un vieux continent, qui a été dans les premiers à se développer, à s'industrialiser, mais aussi c'est le continent qui aujourd'hui est en grave difficulté. Et l'arrivée massive des migrants africains, les bateaux qui arrivent, vous avez vu qu'aujourd'hui, l'Europe en est arrivée à chipoter pour trouver un port d'accueil de moins de 100 personnes, de 10 personnes, de 11 personnes. Ça paraît comme ça quelque chose de l'égoïsme, mais ce n'est pas tant que ça. Ici, j'ai beaucoup travaillé dans le social et je continue de former des personnes qui accueillent les publics migrants. Je travaille beaucoup à former les personnes sur les politiques publiques d'accueil et d'intégration en France. Et je peux vous revenir à la question de la réforme qu'exige l'Afrique. Vous pensez effectivement qu'il y a l'Europe a intérêt également à ce que l'Afrique soit représentée parce que nous sommes arrivés à un niveau aujourd'hui du monde où il y a 2 questions universelles. S'il vous plaît. Qui préoccupent tout le monde. Il y a la question de la paix et il y a la question du climat. Et cette question du paix et du climat entraîne un chamboulement mondial au niveau des déplacements des populations et au niveau de la fragilisation conséquente du monde. Et en quoi un droit de veto pour l'Afrique changerait le cours des choses? Ce droit de veto permettra aussi de pouvoir aborder les questions de l'équilibre global du monde, de notre planète. Parce qu'aujourd'hui, hier, les pauvres restaient mourir en Afrique, ils ne dérangeaient personne. Or, aujourd'hui, ils viennent aussi en Europe. Et en arrivant tout à l'heure dans la voiture, j'écoutais la radio où
les journalistes aujourd'hui européens commencent à se demander comment on va faire. Parce que dans chaque grande ville, on voit aussi les conséquences du sous-développement du continent et des autres parties du monde. Il y a au sein du Conseil de sécurité des États qui ont intérêt à ce que l'Afrique soit reprise. Pourquoi ça ne s'est pas fait depuis? Ça ne s'est pas fait parce que avant, je crois que c'est aussi la vision du monde. On est dans un monde où la vision est une vision de rapport de force, pas une vision de responsabilité partagée. Le multilatéralisme est un multilatéralisme entre puissances pour avoir des personnes comme nous qu'on appelle précarés. Oui. Donc aujourd'hui, ils viennent se rendre compte que depuis le 11 septembre, que la violence peut aller au cœur de l'Amérique, peut aller au cœur de Paris, de Londres, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est ce désordre, cet ordre complètement inadapté à l'évolution du monde pendant que nous voulons aussi avoir des échanges commerciaux au niveau des accords économiques. On ne tire pas les conséquences de l'humain parce que c'est l'humain qui est au cœur de tout ça. Merci, Madame Montaigne. C'est vrai que c'est un vaste chantier, la question de la réforme des Nations Unies. Kofi Annan, paix à son âme, qu'on a inhumé il y a quelques jours, disait son amertume de n'avoir pas réussi à réformer le système des Nations Unies. On sait que c'est un club très fermé et d'ailleurs, et c'est ça aussi le paradoxe, l'Allemagne, qui est la première puissance de l'Europe, fait les pieds et les mains depuis pour entrer au Conseil de sécurité. Mais c'est pas simple. En tout cas, c'est un continent surreprésenté au Conseil de sécurité. On peut dire ça. On va pas en rajouter. On peut dire ça. Merci à vous. L'ONU, c'est un outil impérialiste, il faut le dire. C'est vrai. Merci en tout cas à vous d'avoir participé à cette émission sur la volonté du continent africain de se faire respecter davantage et de peser davantage dans les relations internationales. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.